Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau contenu vidéo d'Espace OBNL. Ces contenus-là, vous allez en avoir toutes les semaines à travers l'automne et j'espère que vous allez pouvoir les voir et continuer à les visionner tout le restant de l'année. Aujourd'hui, c'est le premier d'une série de 3 contenus vidéo sur la collecte de fonds. On va apporter 3 thèmes et on va les traiter de manière un petit peu plus profondément. Le premier thème, c'est la motivation des donateurs. Le deuxième, c'est les événements de levée de fonds. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle les dons planifiés. Vous allez avoir 3 capsules d'une durée d'à peu près 20 minutes sur chacun des thèmes pour vous aider à mieux vous familiariser et à pouvoir comprendre ce qu'il y a de nouveau. Pour faire ce thème-là, pour parler de ces sujets-là, j'ai la chance d'avoir un spécialiste de la collecte de fonds, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui s'appelle Christian Bolduc. Bonjour Christian. Bonjour Stéphane. Je vais te laisser te présenter toi-même, parce que ça va être mieux que moi qui lis des notes biographiques. Aucun problème. Je te laisse aller. Oui, absolument. Alors, Christian Bolduc, je suis PDG de BNP Performance Philanthropique. Donc, BNP est un cabinet conseil en collecte de fonds qui sert différents OBNL, organismes de bienfaisance à travers l'Est du Canada, de l'Ontario jusque dans les provinces atlantiques, dans différents secteurs d'activité. Et qui est formé donc d'une vingtaine de professionnels en collecte de fonds qui aident donc nos organismes finalement à lever des fonds sous différentes formes, de même qu'à pouvoir les aider dans leur structure, leur organisation. Alors essentiellement, c'est ce que BNP fait au quotidien. On parle de combien de monde chez BNP qui fait On ça? est donc environ 20-22 personnes là, finalement chez BNP qui travaillons en collecte de fonds et donc dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'éducation, la santé, l'environnement, secteur religieux, secteur communautaire, des municipalités, donc art et culture également. Donc, on a des clients dans différents secteurs d'activité, dans toutes les régions également donc de l'Est du Canada. Ce que ça veut dire, c'est que des donateurs, par année, vous envoyez quelques-uns. Hein? Oui, définitivement. Une dizaine de milliers, pour pas dire, là. Ah, définitivement. C'est sûr que nos clients sollicitent des donateurs, que ce soit des donateurs individuels, de plus en plus, évidemment, des fondations privées. Alors, ça aussi, de plus en plus, on en voit également. Particulièrement au Québec, on est en bonne croissance de ce côté-là. Mais évidemment, toujours des corporations. Il y a également des communautés religieuses qui donnent, des organisations qui donnent. Et le grand public, évidemment, est appelé à donner aux différentes œuvres là, caritatives. Alors, ça fait partie du bassin de donateurs qui sont sollicités annuellement. Pour cette capsule-là, on va parler des raisons. Tu sais, comprendre pourquoi les gens donnent. Puis c'est intéressant déjà d'office que tu mettes ces différentes catégories-là, parce que j'imagine que les motivations sont différentes d'une organisation, d'un individu, d'une corporation, d'un ordre religieux. Là. Oui. Alors, même si on est dans le secteur corporatif, évidemment, en caritatif, en fait, il en demeure pas moins que la collecte de fonds, dans le fond, c'est un marché comme un autre secteur d'activité, où à ce moment-là, il faut bien connaître son marché. Il faut bien connaître finalement les raisons, les motivations, les composantes finalement de notre marché philanthropique, qui est intéressé finalement à notre cause, qui pourrait devenir éventuellement intéressé à notre cause, et savoir comment rejoindre ces gens-là pour s'assurer d'aller chercher le maximum. Pourquoi c'est si important de comprendre? Puis au-delà de comprendre, de prendre le temps de comprendre. Parce que souvent, En fait, c'est sûr qu'un des éléments sur lesquels nous, on incite les clients à travailler, c'est beaucoup un peu comme la loi de Pareto, donc qui nous indique que 80% de l'argent peut provenir de 20% des donateurs. Souvent, de plus en plus, c'est 90-10, même dans les grandes campagnes de financement, d'où l'importance de bien connaître finalement, surtout notre marché là, le plus important là, de 20% ou de 10% de donateurs. Ces gens-là, on doit les connaître et ça aussi, c'est un élément sur lequel j'insiste de plus en plus nos organismes à travailler, c'est de pouvoir peut-être connaître davantage leurs donateurs et au lieu de pouvoir présenter, parce que souvent, ce que je remarque, c'est qu'on a l'occasion souvent de présenter la cause, présenter pourquoi on a besoin d'argent et demander donc évidemment des fonds, mais on prend rarement le temps de connaître notre interlocuteur. Qu'est-ce qui le motive? C'est quoi son background? D'où vient-il? Quels sont ses intérêts personnels? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il a est-ce qu'il y a des hobbies, des intérêts? Quelles sont les situations personnelles qui ont pu le toucher dans sa vie? Quand on a ces informations-là, on est beaucoup mieux armé pour éventuellement soumettre aux donateurs en question, aux contributeurs, une démarche, une sollicitation qui va répondre à son intérêt. Contributeur, donateur, c'est quoi la différence?
Ben, en fait, que sur la forme, que ce soit un don ou une contribution, c'est dans le fond, c'est un synonyme. Okay, c'est Alors, il n'y a pas une grande différence, il y a pas une grande effectivement. différence. Non. Et si on commence pour les individus, c'est quoi les motivations principales pourquoi ils donnent? Les motivations, bien en fait, c'est souvent parce que la personne veut avoir l'impression et le désir justement de changer sa communauté, d'avoir un impact dans sa communauté. C'est vraiment la motivation principale qui incite les gens à pouvoir donner. C'est sûr que pour une corporation, ça peut être une autre chose. Ça peut être de vouloir toucher une communauté dans laquelle on est présent et on veut justement démontrer à la communauté dans laquelle on est présent qu'on est un bon citoyen corporatif et qu'on contribue à notre communauté dans laquelle qui nous fait vivre également puis qui nous permet justement de pouvoir produire nos produits et nos services. Mais c'est aussi un désir de s'investir dans la communauté. C'est aussi parce que quelquefois la personne a été touchée personnellement et a vécu un élément dans sa vie qui a touché l'organisation en question. Et par exemple, une cause pour le cancer, bien c'est sûr qu'une personne qui a vécu le cancer ou dont un proche a vécu donc cet épisode-là, cette maladie-là, bien va être touché par une cause comme celle-là. Alors c'est beaucoup ce qui motive les donateurs. Et quelquefois les gens me posent la question, est-ce que le crédit d'impôt, est-ce que ce qui vient, l'aspect fiscal a donc un impact? Je dis souvent que c'est généralement la dernière considération pour un donateur de pouvoir donner envers une ou une autre cause. Ce qui l'intéresse d'abord et avant tout, donc c'est le changement qu'il va pouvoir procurer, l'impact qu'il va pouvoir procurer. Et l'aspect fiscal peut faire augmenter le don, mais ne fera pas nécessairement une différence à savoir qu'il va choisir une cause plutôt qu'une autre. Oui, puis dans le corporatif, ça se trouve être une dépense pure. Fait que, alors oui, bien c'est sûr que souvent, c'est pas l'élément fiscal qui fait la différence. C'est pas l'élément fiscal qui fait une grande différence pour les entreprises. Puis, tu parlais de deux autres types de donateurs qui sont les communautés religieuses et les fondations privées. C'est quoi leur motivation principale? Bien, en fait, les fondations privées, c'est souvent mis en place soit par des individus, des familles ou encore des corporations privées qui veulent évidemment redonner via une corporation comme la fondation privée. Et à ce moment-là, va se donner des orientations, des politiques de dons. C'est sûr que ce qu'on voit, c'est que souvent la première génération qui met le tout en place va prendre des décisions coup de cœur et tout ça au niveau des fondations privées. Mais lorsqu'on arrive à la deuxième génération, on voit que ça se structure avec des politiques de dons, avec un comité de dons, avec un conseil d'administration. Donc, on voit que tout ça est en train de se structurer, s'organiser notamment au Québec de façon rapide là, ces dernières années. Les communautés religieuses, quant à elles, bien généralement, elles ont quand même des secteurs d'activité dans lesquels elles ont été présentes dans le passé et elles veulent s'assurer justement de pouvoir continuer souvent à appuyer le développement et la pérennité des secteurs d'activité dans lesquels elles ont été, que ce soit la santé, l'éducation ou l'aide à la pauvreté. Alors, elles n'ont peut-être plus la capacité là, de fournir de la main-d'œuvre, des ressources humaines, comme dans le passé, mais elles veulent quand même continuer à pouvoir soutenir ce type de cause-là. Et évidemment, elles commencent à préparer la relève sous une autre forme. Dans une autre capsule, on va parler des événements de levée de fonds, mais est-ce que les motivations ou les raisons à lesquelles tu participes à un événement vont être similaires dans le cadre d'une cause plus traditionnelle qu'en sport et loisirs ou dans d'autres types d'événements de levée de fonds? Est-ce qu'on retrouve à peu près les mêmes motivations ou c'est des raisons complètement différentes? En fait, au niveau des événements, l'aspect motivation est peut-être pas autant la cause que quelquefois la personne qui nous invite, que quelquefois le format que prend l'événement. Donc, on aime éventuellement participer à un événement sportif. Bon, alors on va le faire. Puis, bon, de façon secondaire, c'est pour une bonne cause. Mais l'événement va prendre davantage la place que la cause en particulier. Sauf pour les personnes, évidemment, qui mettent en place l'événement et qui sont au cœur de l'organisation de l'événement. Ce que tu me dis, c'est que ça prend une stratégie. Oui. Absolument. Okay. Que ce soit en événement, que ce soit pour les campagnes de collecte de fonds qui sont organisées, campagnes de financement. financement. Comment on les adapte, ces stratégies-là, en fonction des motivations? Bien, il faut s'adapter en fonction du marché qu'on vise. Donc, marché que ce soit générationnel, que ce soit marché géographique. Générationnel, c'est que tu veux dire que tu t'adresses à une certaine catégorie d'âge. Oui, exact.
Donc, et c'est sûr qu'à ce moment-là, au niveau des organismes, encore faut-il à ne pas cannibaliser nos événements et avoir de multiples événements qui visent la même clientèle, parce qu'encore là, ça risque de venir cannibaliser notre clientèle. Donc, souvent, ce que je recommande à nos organisations, c'est d'avoir peut-être moins d'événements, mieux structurés, mieux ciblés au niveau et plus payant en bout de ligne. Et s'assurer donc d'avoir un comité organisateur, d'avoir une structure de commandite qui permet de générer davantage de revenus nets avec un comité justement qui est dynamique. Alors à ce moment-là, ça permet de générer davantage de fonds pour l'organisation parce que sinon, les événements sont pas nécessairement toujours très rémunérateurs là, en bout de ligne pour l'organisation. Ce que tu me dis, c'est qu'il faut en faire moins, mais il faut le faire mieux. Exactement. Puis il faut réfléchir plus. Oui. Cette réflexion-là, on l'alimente comment? Comment on les connaît, ces motivations-là? Est-ce que j'ai pas un répertoire www motivation des donateurs? Faut que je trouve ça autrement. Là. Oui. Ben, en fait, c'est sûr que chaque donateur a son propre vécu, a ses propres motivations. Mais généralement, ça dépend. Est-ce que c'est personnellement qui est sollicité? Est-ce que c'est la corporation qui le représente ou l'organisme qui le représente? Bien, à ce moment-là, la motivation ne sera pas la même. Quand on a une corporation, bien évidemment, il faut être en mesure de comprendre qu'est-ce qui peut motiver l'organisation en question éventuellement à s'impliquer bénévolement, socialement, financièrement dans une organisation caritative. Et c'est sûr que ces dernières années, la nouvelle génération je suis curieux, que tu m'en parles. Alors, la nouvelle génération... C'est clair que ce qu'on appelle les millennials ne réfléchissent pas... de la même façon. De la même façon, puis ils n'ont pas leurs priorités aux mêmes places. Tout à fait. Je pense à mon caméraman qui est vegan. Lui, c'est pas... sa façon de voir le monde n'est pas la même que quelqu'un qui a une cinquantaine d'années puis qui mange son steak puis qui va avoir une autre sensibilité. Là. Ah, tout à fait. Donc, ça fait en sorte qu'il faut s'adapter et ça fait en sorte que, justement, les nouvelles générations voient pas les choses de la même façon. Et au niveau des entreprises, ben souvent, ce qu'on remarque, c'est que c'est devenu finalement un élément d'attractivité au niveau de la main-d'œuvre, puis parce qu'on est dans un marché de pénurie de main-d'œuvre. Alors, c'est sûr que les gens en ressources humaines sont de plus en plus sensibles au fait, justement, que si l'entreprise s'implique socialement dans son milieu et redonne dans son milieu et a des valeurs donc avec lesquelles justement elle vit ces valeurs qu'elle promeut justement dans la communauté, bien ça fait en sorte que ça a un effet d'attirer les jeunes à pouvoir justement devenir membre du personnel de ces entreprises-là plutôt qu'une autre entreprise qui n'a pas mis de l'avant donc ce type de valeurs-là et d'implication sociale finalement. Donc tout le monde veut aller travailler pour Microsoft à cause de la fondation Bill et Melinda. Ben en fait, ça peut être un exemple et il y en a d'autres évidemment qu'on peut voir, mais souvent ça fait la différence entre aller travailler pour une entreprise ou une autre. Est-ce que tu dirais que nos baby boomers ont changé leur façon de donner aussi? Les baby parle boomers, des plus jeunes, mais là, on s'entend qu'on a une dizaine d'années devant nous où les boomers vont être très présents. Ouais. Et c'est eux qui ont souvent le plus de moyens aussi. Là. Oui, en fait, c'est sûr qu'un des... Je dirais pas nécessairement qu'on change nécessairement leur façon d'être, parce que ça a été forgé évidemment avec les années, mais c'est sûr que leur capacité financière est beaucoup plus importante qu'elle l'a été, par exemple, il y a 20 ou il y a 30 ans. Ils sont dans une autre position que la génération qui précédait. Donc, avec les années, évidemment, on s'est donné des régimes de retraite fort intéressants. Ils ont vécu donc des périodes plus fastes au niveau économique. Ils ont eu des capacités donc d'engranger un niveau de richesse plus important que les générations précédentes. Ce qui fait qu'évidemment, donc ça devient intéressant sur le plan philanthropique, la génération des baby boomers, parce que ils ont des moyens beaucoup plus importants que les générations précédentes. Puis, mais ils changent leurs habitudes. Par rapport, disons, on le voit avec le bénévolat aussi, leur réimplication bénévole change, donc leur façon de donner doit être différente aussi. Leur façon de donner est différente. Et c'est sûr qu'au niveau de l'implication bénévole, ben ils vont s'impliquer, les baby boomers, comme les autres aussi, mais ce qu'ils recherchent beaucoup, c'est le réseau social, donc de socialiser. D'avoir plaisant du bénévolat. Exactement, de pouvoir s'enrichir au niveau aussi intellectuel, développer un réseau, pour eux, c'est quand même très important. Et donc, d'où l'importance aussi pour nos organismes qui ont besoin de bénévoles, d'implication de bénévoles, de pouvoir valoriser donc cet aspect-là là, chez leurs bénévoles. Ouais.
Et on parle de religion, on parle de génération. C'est un peu dur de ne pas parler de religion quand on parle de dons. Est-ce que tu vois une modification? La mosaïque religieuse a complètement changé depuis quelques années. Les croyances aussi, l'adoption de certains modes de valeurs ont changé aussi. Est-ce que dans ces croyances-là, dans ces valeurs-là, ça a encore une influence propre sur le milieu du don? Puis là, je vais aller plus que sur la motivation, parce qu'on a discuté d'autres choses avant tantôt. J'aimerais ça que tu me parles aussi du lien, entre autres, avec les valeurs et ce que les gens sont et leur religion aussi. Oui, bien évidemment, c'est sûr que dans le passé, les gens étaient beaucoup plus religieux, plus pratiquants, en fait. Ça ne veut pas dire cependant qu'ils n'ont plus de valeurs, puis qu'on n'a plus de valeurs communes comme société, parce qu'on est passé d'une société très pratiquante à une société moins pratiquante, en tout cas surtout au Québec. Moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de valeurs derrière les nouvelles générations, même si le taux de pratique n'est plus le même si la pratique se fait peut-être autrement pour ceux qui sont encore, évidemment, religieux. Mais en termes de valeurs, je pense que les valeurs demeurent. Les valeurs évoluent, évidemment, dans notre société, mais c'est sûr que ce qu'on voit en philanthropie en termes de données chiffrées au niveau économique, c'est que les personnes qui fréquentent un culte religieux vont avoir tendance à donner de façon beaucoup plus importante et vont avoir tendance aussi à donner de façon très importante à la religion. Et donc, par exemple, une personne qui va donner une religion ou un secteur religieux comme tel va donner en moyenne 573 $ par année, alors qu'une personne qui va donner à une cause santé donne en moyenne 120 $ par année. Donc, vous voyez à quel point, finalement, l'aspect religieux augmente de façon assez considérable le montant qui est donné à la cause religieuse. Et ça crée donc une certaine distorsion, si je pourrais dire, en termes de chiffres, parce que les donateurs sont peut-être pas autant nombreux du côté religieux, mais c'est quand même, ça représente encore aujourd'hui 40% de l'ensemble des dons qui sont versés en dollars au Canada est donné au secteur religieux. Donc, ça demeure encore le secteur numéro 1 en termes de contribution philanthropique. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs de dons que d'autres? Et d'autres que, quand des clients vous appellent, vous dites, bon, ouf, OK, on va avoir des manches à se relever, ça va être plus difficile. Oui. C'est certain que quand les gens dans la communauté ne voient pas d'impact de retombées pour eux, ou pour la communauté dans laquelle ils vivent, et souvent à court terme ou à moyen terme, ben là, c'est des causes qui, quelquefois, vont avoir beaucoup plus de difficultés à pouvoir lever des fonds. Oui. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que ça amène une dynamique de collecte de fonds très régionale. Il y a un élément très local. Puis tandis qu'on voit beaucoup d'organisations nationales ou des organisations, dans certains cas, je pense à des maladies orphelines ou d'autres choses qui sont des cibles vraiment ciblées, qui ont plus de misère parce qu'ils ont de la misère à faire le pas vers les gens, les humains qui sont directement connectés. Est-ce que tu penses que cet aspect-là est vraiment important, l'aspect régional et local dans une organisation, là, vraiment? Oui, dans un sens, parce que même si l'organisme est situé à Montréal, est situé à Québec ou est situé à Toronto, et qu'on lève des fonds éventuellement pour de la recherche, on lève des fonds pour une maladie en particulier, ben et qu'on sollicite les gens en région, ben les gens en région vont se poser la question, c'est quoi les retombées pour moi là, dans ma région? Est-ce qu'il y a des gens chez nous qui vont en bénéficier? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour nous? Ben c'est important de le mettre de l'avant pour l'organisation parce que sinon ça risque de nuire à ses résultats. Donc, dans le processus de collecte de dons, le processus de reddition de compte et le processus qu'on met sur le après est aussi important que le avant. Ah, tout à fait, parce que ça conditionne la rétention du donateur et ça conditionne aussi éventuellement le lien futur que le donateur va avoir avec l'organisation, à savoir que non seulement il va continuer à contribuer, mais il va contribuer éventuellement davantage parce qu'il constate à quel point l'organisme a des retombées concrètes dans son milieu. Puis ces donateurs-là, actuellement, n'existent. Il n'y a pas de base de données de donateurs. Bien, c'est-à-dire que chaque organisation doit bâtir sa base de données. Et donc, d'où l'importance de la base de données. Oui, parce que
S'il y a quelque chose qu'on voit apparaître avec l'intelligence artificielle, avec l'avenue de beaucoup d'outils numériques, c'est l'importance du data. Oui. On sait aussi qu'on a certains enjeux reliés à la sécurité de ces données-là aussi. Je suis curieux de t'entendre sur à quel point ça doit être central dans une opération de collecte de dons, mais en même temps dans l'organisation d'un OBNL pour être capable de mieux répondre à ces différentes clientèles, dont ces donateurs et ces supporters ou contributeurs, comme tu disais tantôt. Hein? Bien, en fait, c'est essentiel d'avoir une base de données. C'est essentiel d'alimenter notre base de données parce que c'est avec une bonne base de données qu'on est souvent en mesure de communiquer aujourd'hui en ayant donc leurs différentes coordonnées, Internet et etc. Bien, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec eux à faible coût que si on n'a pas leurs coordonnées et qu'on est obligé d'utiliser les médias traditionnels. Si on est en mesure de connaître éventuellement donc leurs habitudes de dons, si on est en mesure de connaître éventuellement des informations plus personnelles sur les gens en question, leur âge, leur intérêt, etc., bien, on va être en mesure éventuellement de pouvoir cibler davantage la méthode de sollicitation qu'on va utiliser pour eux, alors que sinon, bien, on va y aller tout azimut et on n'aura peut-être pas nécessairement d'aussi bons résultats. Et donc, nos clients et les organismes caritatifs de plus en plus vont de plus en plus segmenter leur méthode de sollicitation en fonction, finalement, des informations dont ils disposent dans leur base de données. Et donc, la base de données est centrale, l'information est centrale pour pouvoir mieux développer, finalement, les résultats dans leur organisation. C'est un des outils de base. C'est un outil de base aujourd'hui. Des organisations qui sont plus petites, qui sont pas ou qui par nécessité, parce que là, on a vu là, avec certains enjeux gouvernementaux qu'on a eus dans les dernières années, peut-être moins depuis les 2 dernières, mais par le passé, il y a des gens qui traditionnellement vivaient de subventions qui, là, doivent ramasser des fonds, mais qui ne sont pas équipés. Là. On s'entend, pas de système, pas de ressources, pas de connaissances non plus. C'est quoi les 2-3 premiers conseils que tu leur donnerais? Là, parce que... En fait, même si, on parle spécifiquement de base de données, même si on n'a peut-être pas les moyens d'acheter une base de données comme telle, on a certainement les moyens de pouvoir au moins emmagasiner différentes informations dans les bases de données Excel, Access, qu'on peut utiliser gracieusement là, et qui sont disponibles. Mais c'est sûr que souvent et rapidement, une organisation est en mesure de pouvoir se doter, oui, et rentabiliser l'investissement. C'est un investissement, là. Oui, c'est un investissement. Faut pas le voir comme une dépense, il faut le voir comme un investissement. Exactement. Puis ça, c'est important parce qu'en philanthropie, il faut aussi investir dans ce qu'on appelle la recherche et le développement. Ah, je suis content de t'entendre. On ne parlera pas beaucoup des ratios, mais je pense que c'est aussi quelque chose de super important. C'est très important parce que quelquefois, ce que je reproche aux administrateurs qui sont dans nos organismes et qui sont souvent des gens très compétents provenant d'organismes, d'entreprises, etc., d'organismes donc qui sont habitués d'être des bons gestionnaires, souvent ils enlèvent leur chapeau de gestionnaire, ils ne focusent uniquement que sur les dépenses administratives particulièrement, et oublient un petit peu souvent donc la nécessité d'augmenter nos revenus. Donc, pour ça, bien, des fois, il faut travailler sur dépenser. Avoir des niveaux de dépenses raisonnables, oui, il est vrai, mais on peut pas être à zéro non plus. Et il faut penser qu'on a des ratios raisonnables de dépenses qu'on doit consacrer pour notre organisation, pour son développement. Il y a aussi un poste de dépenses qu'on voit pas souvent dans les fondations, dans nos organismes, qui devrait être la recherche et le développement. Bien, il y a pas beaucoup C'est quoi ça, recherche et développement en philanthropie? En philanthropie, moi, je vous dirais que la recherche et le développement, ça peut être, par exemple, d'investir dans des nouveaux programmes de contribution financière, que ce soit, par exemple, les dons planifiés, on en pourra en parler plus tard, mais un programme comme celui-là, ça demande une vision à long terme. Alors, c'est sûr que si on investit à l'an 1, on peut pas penser nécessairement avoir des retombées immédiates à l'an 1. Et à ce moment-là, donc, ça pourrait s'appeler un poste de recherche et développement. Le poste, éventuellement, l'achat d'une base de données, ça fait partie, donc, de la recherche et développement à long terme. Et donc, il y a des choses comme celle-là dans lesquelles nos organismes doivent investir. Puis, à ce moment-là, donc, on doit avoir un niveau, oui, raisonnable de dépenses, mais il faut accepter qu'un organisme ne peut pas vivre sans dépenser un minimum de fonds. Oui, parce qu'il y a une question de pérennité là-dedans aussi, parce que cette information-là, l'équipe qui est en place peut l'avoir, mais il faut qu'elle soit capable de la transmettre à des remplacements, à des gens qui... Il y a des mouvements
d'employés ou de ressources. Oui. Il faut être capable d'avoir des systèmes pour être capable de faire une transition entre ces différentes personnes-là. Exactement. Parce que si on revient vraiment sur le sujet qui est la motivation, connaître les motivations puis être capable de les utiliser, il faut avoir des systèmes pour le collecter, pour traiter et pour, par après, interagir de manière efficace après. Et c'est sûr que... Ça se fait dans des systèmes, là. Ça se fait pas à la main. Là. Tout à fait. Puis en termes de ratio de raisonnabilité donc de dépenses administratives, c'est sûr que c'est d'avoir justement un horizon et un éventail élargi de programmes de financement. Si on est seulement dans l'événementiel, si on est seulement dans la sollicitation grand public, publipostage ou télémarketing, bien c'est sûr que notre ratio de dépenses va être très élevé et qu'on va éventuellement être critiqué par le grand public. Mais si on va développer les dons majeurs, si on a une campagne majeure, si on a développé éventuellement les dons planifiés, bien c'est là qu'à ce moment-là, on va avoir des niveaux qui vont être beaucoup plus raisonnables parce que le taux de dépenses sur ce type de programme-là est beaucoup plus faible que dans les autres types de programmes de financement, que sont les événements, le publipostage, le télémarketing. Donc, c'est la moyenne de tout ça qui fait en sorte qu'on en arrive à un pourcentage de dépenses raisonnable, mais en même temps, acquérir des donateurs, il y a un coût à ça et il faut être accepté éventuellement de l'assumer également. Ouais, mais ce que je me rends compte, c'est qu'en parlant avec un expert comme toi, on se rend compte que c'est un coffre à outils. Oui, tout à Ce fait. coffre à outils-là, moi, dans le quotidien, j'entends parler d'événements. On va en parler tantôt, on va en parler dans l'autre capsule, mais il y a plusieurs autres solutions auxquelles il faut se sensibiliser, il faut aller chercher du contenu, puis il faut aussi peut-être rencontrer des experts là, pour pouvoir seulement penser que ça existe aussi. C'est sûr que dans la mentalité populaire, pour plusieurs, la philanthropie se résume à recevoir une lettre ou une sollicitation publique courriel. Faire un téléthon, c'est aussi dans et aussi, évidemment, différents événements bénéfices, donc des balles, des tournois de golf, etc. Mais à côté de ça, le don pur avec un chèque qui est versé par des importants donateurs, ça aussi, ça existe. Et ça, c'est ce qui permet vraiment d'aller chercher le plus... Des gros montants. Oui, des gros montants. Alors, c'est ce qui permet d'aller chercher et de pouvoir assurer la pérennité de nos organisations. Je pense qu'on Puis peut... en même temps, pour obtenir ça, bien, il faut avoir le courage de demander. Oui, ça c'est un autre sujet complet, ça. Oui. D'être capable de demander. Ben, je te remercie, Christian. Je pense ça fait qu'on peut plaisir, résumer Stéphane. ça assez rapidement, que mieux on connaît, plus on est capable d'aller chercher. Puis que c'est souvent dans des montants plus élevés qu'on a plus de résultats, mais il faut investir dans le temps, dans la connaissance et dans les systèmes pour aller chercher ces montants-là. Effectivement, il faut se structurer, il faut s'organiser. Ben, je vous remercie. J'espère que ça vous a été utile. Je vous promets d'autres contenus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.